Emmanuel Navon, bonsoir, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. D'abord la crainte, la méfiance, plus que ça, même l'hostilité des Européens à ce plan de paix américain. Est-ce que c'est surprenant finalement ? Écoutez, c'est quand même incroyable que les Européens qui ont échoué d'abord à faire la paix chez eux, je vous rappelle la Yougoslavie, c'est les Américains qui ont fini par résoudre le problème. Au Proche-Orient, ils répètent les mêmes formules comme un dogme. Mais j'ai l'impression que ce qui les intéresse plus, c'est le dogme, beaucoup plus que la paix. Le modèle dont ils parlent, solution de 2 États, État palestinien, etc., ne cesse d'échouer, mais ils critiquent les Américains s'ils n'osent pas, entre guillemets, répéter la formule qui ne cesse d'échouer depuis 20 ans. Il faut quand même le faire. Ça rappelle un peu, vous savez, en 1979, les Américains ont réussi à faire la paix au Proche-Orient entre Israël et l'Égypte. C'était le premier accord de paix au Proche-Orient. Réaction des Européens, ils condamnent cet accord. Pourquoi ? Parce qu'il n'inclut pas l'OLP. Et c'était voulu. Et parce que l'OLP était soutenu par l'Union soviétique. Et les Européens donc font leur fameuse déclaration de Venise en 1980 en disant il n'y aura pas de paix au Proche-Orient tant que l'OLP ne sera pas incluse dans le processus. On a vu le résultat avec les accords d'Oslo. Donc les Européens n'apprennent pas les leçons de leurs erreurs. Donc Trump peut se passer de leur soutien pour présenter son plan. Mais ils sont complètement irrélévants au Proche-Orient. Je veux dire, on n'a pas besoin des Européens au Proche-Orient. Ils n'ont aucun rôle. Et surtout, ils se ridiculisent à chaque fois avec cette lettre complètement pathétique de has-been dans le Guardian. Vraiment des has-been. Et en quoi est-ce qu'on a besoin de leur avis ? Je veux dire, eux n'ont cessé d'échouer au Proche-Orient. Alors laissez les Américains, s'ils ont de nouvelles idées, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans le plan. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Au lieu de répéter la même formule qui ne cesse d'échouer depuis 20 ans, alors si les Américains ont des nouvelles propositions, alors écoutons-les. Non, les Européens insistent, il faut absolument notre formule. Alors vous avez tous les États arabes du Proche-Orient, la plupart qui implosent les uns après les autres, et pour eux l'urgence numéro 1, c'est de créer un 23e État arabe défaillant à 15 km de Tel Aviv. Ben non, on va essayer autre chose, et je pense qu'il faut laisser les Américains qui, eux, ont réussi, contrairement aux Européens, à faire la paix en Yougoslavie, avec leurs interventions, et c'est pas les Européens qui ont réussi à le faire, qui ont réussi à faire la paix entre les Israéliens et les Égyptiens en 79, et les Européens, eux, nous ont amené Oslo, alors qu'ils aient un peu de modestie et laissent les Américains nous montrer quels sont leurs plans. Écoutons d'abord quel est le plan pour savoir ce qu'il y a dedans. Bon, là, il est quasiment certain maintenant, parce que ça fuite quand même de plus en plus, qu'il n'y aura pas d'État palestinien tel que les Européens peut-être l'imaginent. Qui va faire pression, à votre avis, sur les Palestiniens pour qu'ils acceptent ? Parce qu'il faut être deux quand même pour que ce plan de paix entre en vigueur. Il y aura les Israéliens qui diront peut-être oui, mais les Palestiniens, pour l'instant, c'est non. Avant même qu'on l'ait en détail. Qui peut faire pression, à votre avis, sur les Palestiniens Les Palestiniens disent non depuis le premier plan de partage qui a été proposé en 1937. Donc tous les plans de partage, ils ont dit non. 37, 47. Ensuite, il y a eu la proposition de Bill Clinton en 2000. Ils ont dit non. Il y a eu la proposition d'Ehud Olmert en septembre 2008. Mahmoud Abbas a dit non. Et puis il y a eu même les négociations de 2013-2014. 2014 de nouveau, Abbas dit non au plan de John Kerry et de Barack Obama. Donc de toute façon, ils diront non. Mais je pense que le seul moyen aujourd'hui pour les Américains de véritablement faire pression, à mon sens, c'est de dire aux Saoudiens et aux Jordaniens, à vous de faire pression sur Abbas et de les menacer entre guillemets en disant écoutez, c'est le plan. Soit vous le rejetez et les Américains se désengagent complètement du Proche-Orient et vous vous débrouillez tout seul face aux Iraniens parce que les Israéliens, eux, peuvent se défendre face aux Iraniens, mais vous imaginez que les Saoudiens et les Jordaniens sans les États-Unis dans la région, face aux Iraniens, ils peuvent pas se défendre. Et je pense que Trump devrait tout simplement les mettre devant leurs responsabilités. Au lieu à chaque fois de laisser les Palestiniens dire non, et les Palestiniens se sont habitués finalement à ce fonctionnement dans lequel ils disent non, et alors on leur propose une meilleure proposition, ils disent non de nouveau. Si Trump dit cette fois-ci c'est ça ou rien, et si vous dites non, et quand je dis vous, c'est pas seulement les Palestiniens, c'est également l'Arabie Saoudite et la Jordanie, eh bien les États-Unis pourraient menacer de complètement abandonner la région aux Iraniens, en sachant que seul Israël pourra se défendre, et ce sera ensuite aux Jordaniens et aux Saoudiens de nous dire qu'est-ce qu'ils proposent. Alors aujourd'hui, Mike Pompeo a dit si Israël annexe la Cisjordanie, alors il ne précise pas si c'est seulement les implantations, les grands blocs d'implantation, toutes les implantations, eh bien ce ne sera pas un obstacle à la paix. Vous partagez son point de vue ce soir ? De toute façon, c'est clair que les implantations ne sont pas un obstacle à la paix, puisqu'il n'y avait pas de paix avant que la première implantation soit construite. Donc il n'y a aucun rapport entre les deux, ça c'est un fait. Et Israël a retiré toutes ses implantations de la bande de Gaza, ça ne nous a pas apporté la paix avant la bande de Gaza, au contraire. Mais c'est pas nouveau ce que dit Pompeo. D'abord, il y a déjà eu la lettre de George Bush en 2004 à Ariel Sharon, qui disait il est évident que les frontières définitives d'Israël ne seront pas identiques aux lignes d'armistice de 49, c'est évident, et que les blocs d'implantation feront partie d'Israël. Les États-Unis l'ont déjà dit en 2004. Donc Pompeo
météo ne dit rien de nouveau. C'est évident que on va pas revenir au statu quo ante de 1967. C'est complètement aberrant. Et quand les Européens disent il faut un État palestinien dans les lignes de 67, mais ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils connaissent même pas le terrain. C'est complètement irréaliste. C'est pas du tout applicable. Donc c'est évident que les blocs d'implantation, de toute façon, quelle que soit la configuration, fera partie d'Israël. Et je vous rappelle que dans les précédentes propositions de paix, lorsque Israël a proposé de retirer toutes les implantations, c'est pas là que ça a bloqué. C'est quand Mahmoud Abbas a insisté sur ce soi-disant droit au retour, qui consiste à donner la citoyenneté israélienne à 5 millions de Palestiniens qui seraient soi-disant les descendants des 600 000 réfugiés de 1948. Et ce soi-disant droit au retour, qui n'a aucune base en droit international, est incompatible avec une solution de 2 États. C'est ça le véritable obstacle. C'est pas les implantations. Les implantations, c'est l'arbre qui cache la forêt. Merci beaucoup, Emmanuel Navon. Encore quelques